Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire «Comment accélérer l'économie circulaire sur les territoires avec des solutions de proximité». On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec un riche tour de table. Je présenterai les intervenants dans un instant. Ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Grand Testeur, hein, qui est un programme initié par la région Grand Est et opéré par Grand Innov Plus. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, organisé en partenariat avec un grand nombre de structures dont on vous dira quelques mots dans un instant. Donc, Grand Est Transformation Environnement, la Fondation Solar Impulse et Climaction. Et donc peut-être pour vous présenter l'ordre du jour, donc aujourd'hui on aura le plaisir d'accueillir Richard Lubin, qui est chargé de mission économie circulaire à la région Grand Est, qui va nous remettre en relief ce sujet de l'économie circulaire et également nous présenter quelques actions en faveur de l'économie circulaire portée par les services régionaux ou également par d'autres structures au sein de l'écosystème régional. Voilà, en une quinzaine de minutes. Je vous présenterai également tout de suite le programme Grand Testeur, voilà, pour que vous ayez un peu plus d'informations sur ce programme si vous ne le connaissez pas encore. Puis nous aurons deux retours d'expérience. Un retour d'expérience sur un projet de collecte de biodéchets à vélo cargo, qui est un projet qui mobilise d'une part les startups Green Phoenix qui apportent une solution innovante et c'est un projet qui se déroule sur le site du marché-gare de Strasbourg. Et nous aurons également Madame Lollier-Brassac, directrice générale de ce marché-gare, qui prendra la parole pour témoigner. En deuxième retour d'expérience, nous aurons Marie-Laure Ruppel de la société Replace qui travaille à la revalorisation de plastique non recyclable, qui nous parlera de son déploiement dans la Marne. Et puis, nous aurons deux présentations de solutions innovantes. D'une part, la solution développée par Arkeal, qui est une biocapsule de méthanisation urbaine. Et puis, nous aurons Monsieur Pierret qui nous présentera le projet Recyclo-Projet, qui est développé par la société Nouvelle Altitude, qui est une filiale de La Poste, sur du reconditionnement de VAE. Peut-être avant de commencer dans le vif du sujet, je vous précise qu'on a un module de questions-réponses dans l'application Zoom, que vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau aux intervenants. Ils pourront soit vous répondre par écrit, soit nous prendrons un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, donc une quinzaine de minutes. Donc, ce webinaire va durer de 11 h à midi et demi et il sera aussi accessible en replay quelques jours après. Voilà. Donc, voilà pour le tour de table. Je transmettrai la parole aux intervenants de manière successive. Et donc, peut-être pour commencer sur la présentation du programme Grand Testeur, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, Grand Testeur, c'est un programme qui a été initié par la région Grand Est et qui est opéré par Grand Innov, qui a été lancé fin 2020 et qui part du constat qu'au sein du territoire régional, on a de nombreux territoires en transition et qu'en face, on va avoir des produits et services innovants développés en région et qui peuvent répondre à ces enjeux de transition. Donc, en quelques mots, le programme Grand Testeur, il vise à faire du territoire du Grand Est un laboratoire d'innovation et d'expérimentation en ciel ouvert et d'accélérer les transitions via justement l'expérimentation de solutions innovantes développées en région. Le programme Grand Testeur, ce n'est pas un programme spécialisé sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un des sujets qu'on est amené à traiter, mais on va pouvoir, nous, faciliter des projets sur différentes thématiques, territoire durable, territoire numérique, territoire attractif et inclusif. Je ne vais pas détailler les sous-thématiques, mais on reste à votre disposition pour toute question dans un second temps. Et par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le programme Grand Testeur est vraiment autour de cette notion d'expérimentation et donc de test en conditions réelles de solutions innovantes. Donc la question pourrait être, pourquoi expérimenter, notamment quand je suis une collectivité, un acteur du territoire? Il y a vraiment cette idée de test en conditions réelles de solutions innovantes de manière temporaire, d'évaluation de résultats pour permettre de décider ou non de déployer de manière plus pérenne dans un second temps. L'expérimentation également, ça va permettre de contribuer au développement économique des territoires et des entreprises innovantes régionales en leur offrant des terrains d'expérimentation pour tester, améliorer leurs solutions sur des aspects technologiques, d'usage, de modèles économiques et éventuellement d'accéder à terme à la commande publique.
Et finalement, l'expérimentation, ça permet aussi d'ouvrir la voie à de nouveaux modes d'action sur les territoires, plus collaboratifs, plus innovants et qui vont souvent laisser une plus grande place à l'usager. Peut-être en quelques mots, les actions qui sont vraiment opérées au sein du programme. D'une part, on a un rôle d'identification de solutions innovantes à destination de territoires, de qualification de ces projets et de référencement au sein d'un catalogue. Vous pouvez le parcourir sur le site grandtesteur.fr et on va pouvoir faire de la mise en relation qualifiée en fonction des besoins qu'on va détecter au sein de collectivités. On va avoir un rôle aussi de soutien à la mise en œuvre de projets d'expérimentation, en étant en appui, en soutien sur le cadrage, le montage juridique et financier, l'évaluation de projets d'expérimentation. Donc ça, les collectivités peuvent nous solliciter directement et les offreurs de solutions, donc les entreprises innovantes également, du moment qu'elles ont rejoint le programme. Enfin, on a également une activité d'animation d'écosystème et de valorisation des initiatives et des retours d'expérience. Donc, et c'est dans ce cadre-là qu'est organisé le webinaire de ce jour. Et enfin, on travaille à la fédération et l'animation d'un réseau de terrains d'expérimentation dans le Grand Est. Et donc là, c'est plutôt une action qui s'oriente vers les collectivités. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Donc voilà peut-être pour la présentation de Grand Testeur en quelques mots. On vous transmettra nos coordonnées en fin de webinaire et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Et donc, sans transition, je vais transmettre la parole à Richard Lubin, chargé de mission économie circulaire à la région Grand Est, pour qu'il puisse nous parler d'économie circulaire et aussi de l'écosystème d'acteurs qui gravitent autour de ce sujet en région. Richard, c'est à toi. Merci Alizé, bonjour à tous et à toutes. Alors, je coupe ma caméra, ça n'est pas nécessaire, vous serez concentrés comme ça. Alors, quelques mots rapides, j'ai une petite dizaine de minutes pour vous faire un petit peu un rappel des enjeux de l'économie circulaire et aussi certaines modalités d'action de la région qui n'est pas seule à agir au niveau du Grand Est. Alors, faut-il encore vous rappeler qu'on est dans un modèle, largement dans un modèle d'économie dite linéaire, qui consiste essentiellement à extraire des ressources naturelles, qu'il s'agisse d'eau, d'énergie, de matières premières, organiques ou inorganiques, à fabriquer des produits ou des services, à les consommer et ensuite à jeter. Voilà. C'est un modèle qui s'est accéléré depuis la révolution industrielle, qui a permis du développement, de la croissance, du bien-être, mais qui est arrivé aussi à certaines limites, puisqu'on se rend compte qu'on est dans un monde aux ressources limitées. Et en fait, tout l'intérêt à l'avenir est d'essayer d'assurer, d'essayer de boucler la boucle en réalisant notamment un maximum de recyclage de ces fameuses ressources, mais aussi et surtout en étant le plus sobre possible. Parce qu'on ne pourra pas toujours tout recycler. L'économie circulaire consiste aussi, et on l'oublie souvent, à consommer en amont le moins de ressources naturelles possible et évidemment à générer le moins de déchets avec toutes les conséquences néfastes qu'on vit actuellement. Diapositive suivante. Alors, les fameuses ressources, alors évidemment, j'ai bien cité eau, énergie, matières premières. Un petit focus sur deux d'entre elles pour lesquelles il y a quand même des choses qui sont assez bien définies. Je pense en particulier pour commencer à l'énergie et à la démarche de l'association Négawatt. En fait, l'énergie devrait se gérer avec un relatif bon sens, à savoir au départ consommer l'énergie que lorsqu'on en a vraiment besoin, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Ça consiste par exemple à éteindre la lumière lorsque vous quittez une pièce, c'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que de toute façon vous devez l'utiliser, l'utiliser de la façon la plus efficace possible. Je prends toujours l'exemple de l'éclairage. Lorsque vous l'allumez, plutôt utiliser des ampoules LED par rapport aux halogènes fluo classiques, donc des systèmes efficaces. Et ensuite, lorsque vous avez diminué au maximum votre consommation d'énergie, qu'il s'agisse de sobriété ou d'efficacité, d'essayer d'auto-consommer de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, en fait, à continuer à décarboner votre source d'énergie. Par exemple, c'est la pose de panneaux photovoltaïques pour consommer de l'énergie issue du soleil. En ce qui concerne les matières premières, on est dans un autre raisonnement, mais qui en fait est le même. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des modes de traitement. Il s'agit de passer du mode de traitement le moins vertueux, c'est-à-dire l'enfouissement des déchets, au plus vertueux, en remontant graduellement par exemple de la valorisation énergétique des déchets, le recyclage matière
c'est encore plus vertueux, la boucle est encore plus courte. La réutilisation via le réemploi, la réparation, et le must du must, c'est la prévention qui consiste à consommer le moins de ressources possible pour générer, pour produire ces fameux produits et services. Diapositive suivante. L'économie circulaire, là, je vous l'ai présenté de façon un petit peu angoissante, mais c'est aussi une source d'opportunités extraordinaires pour les entreprises aussi bien que pour les collectivités. Pour les entreprises, elles sont déjà assez connues. L'économie circulaire, c'est la capacité à optimiser les coûts de fonctionnement et d'exploitation pour une entreprise. On y revient, c'est diminuer la facture de consommation de ressources et diminuer sa facture d'élimination des déchets. Ensuite, il y a le verdissement. Alors, j'utilise ce terme haïtien, le verdissement de l'image auprès des consommateurs. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing, mais il s'agit pour l'entreprise de montrer qu'elle est dans cette dynamique de développement durable, ce qui est de plus en plus un critère de choix pour les consommateurs. Il s'agit aussi d'être en conformité avec l'évolution des réglementations, ça c'est évident, de développer de nouveaux modèles économiques, je pense en particulier à l'économie de la fonctionnalité, qui consiste à remplacer la possession de biens par le fait de consommer ou de faire appel à un service avec pour effet de limiter la consommation des ressources. Et enfin, l'économie circulaire est une formidable source d'innovation technologique et non technologique. Et c'est un petit peu le thème du webinaire de cette matinée, si j'ai bien compris. Alors, pour les collectivités qui sont dans un raisonnement plus stratégique et territorial, l'économie circulaire, c'est la prise en compte des enjeux de durabilité dans les politiques publiques. On pensera tout simplement à la commande publique, par exemple. C'est aussi l'éco-responsabilisation des pratiques de la collectivité territoriale, parce que les collectivités territoriales fournissent de nombreux services, c'est ce qu'on appelle l'économie non marchande, au travers des écoles, donc dans sa propre administration, par exemple. Donc, il s'agit des collectivités territoriales, à l'instar des entreprises, de consommer le moins de ressources possible. C'est aussi le renforcement de la résilience des territoires, car l'économie circulaire, c'est une affaire de boucle locale de flux, une affaire d'intelligence collective. On l'oublie souvent, on s'en est souvenu via le confinement, on a beaucoup parlé de résilience, et bien l'économie circulaire, c'est la capacité pour un territoire à résister aux impacts négatifs dont elle pourrait faire l'objet. C'est la limitation de l'impact des activités économiques sur l'environnement, ça va de soi. Et enfin, c'est le développement d'emplois non délocalisables, notamment au travers de l'économie sociale et solidaire, qui concerne tous les aspects de l'économie circulaire et pas seulement la dimension réemploi au travers de ce qu'on appelle les ressourceries, recycleries. Diapositive suivante. Alors, deux mots concernant l'action de la région, puisque on vous l'a dit tout à l'heure, je suis chargé de mission économie circulaire à la région Grand Est. La région, sur le Grand Est, et l'ADEME travaillent de concert au travers d'un nom de marque qui est Climaction, dont vous avez déjà entendu parler, avec 4 axes historiques qui ont été complétés depuis, mais 4 grands axes d'action. Tout ce qui touche au bâtiment, au travers de l'efficacité énergétique, la qualité environnementale de ces bâtiments, comprenez notamment matériaux biosourcés et isolation des bâtiments. Un axe en lien avec les énergies renouvelables et de récupération. Un axe lié à tout ce qui touche au climat et au territoire durable. Et pour la journée d'aujourd'hui, un axe économie circulaire, donc, où personnellement j'agis. Alors, l'ADEME et la région, mais pas seulement, les autres institutions avec lesquelles nous collaborons étroitement, que sont l'Agence de l'eau Meuse, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la BPI, les consulaires que nous soutenons dans leurs actions, donc la CMA et la CCI Grand Est, nous sommes associés pour mettre à disposition des entreprises une plateforme, donc depuis quelques mois, qui s'appelle Clic Agile, qui, comme l'indique son nom, permet à toute entreprise, en 4 clics maximum, d'accéder aux dispositifs d'aide qui lui conviennent et aussi et surtout à un être humain, et c'est quand même important, qui peut prendre en considération la demande parfois complexe de l'entreprise et l'orienter vers les meilleurs outils de financement. Donc, Clic Agile, c'est vraiment une excellente plateforme. Donc, je la recommande. Nous la recommandons aux entreprises. Diapositive suivante. Alors, la région
travaille également en partenariat avec la Fondation Solar Impulse. L'objectif de ce partenariat, c'est d'accélérer la transition énergétique et de déployer des innovations écologiques sur le territoire Grand Est. En quelques mots, c'est quoi? Alors, la Fondation Solar Impulse, alors j'ai été vérifié la semaine dernière, donc c'est assez récent, hein, met à disposition des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, un portefeuille validé, donc en mars 2023, de 1461 solutions, qu'elles soient technologiques, qu'il s'agisse de process, de services, donc des solutions issues d'entreprises qui se présenteront tout à l'heure, qui visent à protéger l'environnement de façon rentable, donc rentable économiquement, dans les différentes thématiques qui ont été présentées, à savoir l'eau, l'énergie, donc les matières, le bâtiment, l'industrie, les villes, la mobilité et évidemment l'économie circulaire qui est un peu transversale à tout ce que je viens de nommer. Avec, comme vous le pouvez le voir, donc le lien solarimpulse.com. Les champs de cette collaboration, c'est quoi? C'est la labellisation et la valorisation de solutions issues du territoire Grand Est, hein, en s'appuyant notamment et principalement sur le sourcing réalisé par le programme Grand Esteur qui vous a été présenté, et la plateforme régionale des Green Tech Sorezo. C'est également la mobilisation d'experts du Grand Est pour labelliser ces fameuses solutions issues du territoire. Attention, les solutions en question, j'ai oublié de le dire, ne sont pas seulement issues du Grand Est, hein, c'est beaucoup plus large. Cette collaboration, c'est avant tout par rapport aux solutions et aux récipiendaires de ces fameuses solutions du territoire Grand Est. C'est également la recherche de solutions adaptées aux besoins des acteurs publics privés du Grand Est, donc entreprises, collectivités par exemple. C'est l'expérimentation sur le Grand Est de solutions labellisées répondant aux besoins du territoire avec l'appui du programme Grand Esteur. Et enfin, c'est la communication autour de ces fameuses solutions. Diapositive suivante. Alors, 2 diapos pour un petit peu conclure le propos et pour essayer de tenir dans le temps imparti. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'économie circulaire, c'est aussi beaucoup, surtout, une affaire de boucle locale et de synergie entre acteurs d'un territoire. Je pense qu'on s'en est encore plus rendu compte depuis l'année dernière avec l'inflation des coûts et les difficultés d'approvisionnement en ressources, qu'elles soient énergie, matière ou eau, qui en fait exigent une accélération de la transition vers un modèle économique plus durable qui nécessairement passera par une meilleure prise en compte des acteurs institutionnels locaux, d'où ces fameuses boucles locales. C'est pourquoi il nous semble que l'accompagnement des collectivités territoriales et des territoires de projet, en gros tout ce qu'on appelle EPCI, GAL, PETR, donc groupe d'action locale, PETR, ayant compétence en matière de développement économique, alors ces acteurs, pour nous, leur accompagnement devient une nécessité. Parce qu'il est vraiment très clair que l'accélération de cette transition passera par ces acteurs et non pas seulement pour le moment et essentiellement par l'ADEME région et les partenaires que je vous ai présentés. Il faut savoir que l'ADEME est déjà engagée évidemment dans cette dynamique beaucoup plus territoriale au travers de ces fameux contrats d'objectifs territoriaux signés avec pour le moment une vingtaine de PCI au niveau du Grand Est et qui prévoit, en plus d'un accompagnement historique à leur plan climat-énergie, un accompagnement également à la stratégie économie circulaire. Ces contrats d'objectifs territoriaux, qu'on appelle COT dans notre jargon à nous, sont très intéressants. Ils permettent de financer aux EPCI signataires un accompagnement de 3 à 4 ans, avec notamment le financement de ressources humaines dédiées. La région Grand Est, de son côté, sur cette dimension un peu territoriale, hein, outre ses outils d'accompagnement financier que j'ai rapidement cités précédemment, outre son accompagnement au consulaire au travers des postes dédiés, en coopération avec l'ADEME toujours, la région Grand Est a impulsé en 2022 une animation spécifique destinée à la mobilisation des collectivités territoriales et des territoires de projet dans leur domaine de compétences du développement économique. Cette animation existait déjà, hein, dédiée au domaine collecte, tri des déchets, environnement pour faire simple. Dorénavant, nous allons vers ces territoires, vers ces collectivités, dans leur domaine du développement économique, car dans l'économie circulaire, il ne faut jamais l'oublier, il y a le mot économie.
Et cette animation se déroule dans le cadre plus large du réseau que vous connaissez peut-être, hein, qui est le réseau collectif, qui est le réseau de l'économie circulaire de la région Grand Est. Dernière diapo, je crois, pour une petite précision maintenant sur ce programme d'animation. Donc, alors, je suis en charge de la coordination de ce programme d'animation au sein du Grand Est. Alors, ce programme consiste en gros à quoi? Trois grands blocs qui sont assez classiques, hein. Informer, échanger, coopérer. Informer, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est l'organisation de webinaires Grand Est visant à informer sur les enjeux d'actualité autour de l'économie circulaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va monter dans le courant de l'année. Pour le moment, ce qui est particulièrement actif, c'est la dimension échanger. Donc, pour échanger, on compte organiser des journées de conférences débats en présentiel autour d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on convie en priorité les cibles, collectivités et territoires de projet, mais pas que, à venir échanger sur la base de témoignages inspirants de différents acteurs du territoire. Ces conférences débats ont la particularité, c'est assez important, d'être présidées et animées par les élus eux-mêmes du conseil régional. C'est un point important. Alors, une première trilogie de conférences débats a déjà débuté. Alors, sur un premier thème qui est l'économie circulaire dans la stratégie de développement économique des territoires. Comme vous pouvez le constater, pour des raisons de proximité, une conférence débat par ex-région. Donc, en Champagne-Ardenne, c'était le 1er décembre 2022 à l'hôtel de région de Châlons. La semaine dernière, c'était donc, la semaine dernière, cette semaine, c'était en Alsace, hein, donc à Strasbourg, au siège de la région, c'était le 21 mars. Et dernier volet de cette trilogie, a priori, sur ce même thème, pour le territoire lorrain, le 15 juin 2023. Une prochaine trilogie est à l'étude, potentiellement autour du thème des technologies innovantes de l'économie circulaire, c'est-à-dire le thème du webinaire de ce jour. Et pour finir, puisque informer, échanger, c'est bien, mais l'idéal est d'arriver jusqu'à faciliter la coopération entre acteurs. Sachez qu'à titre pilote, en Champagne-Ardenne, puisque je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis basé à Châlons en Champagne, même si je coordonne pour tout le Grand Est, nous avons pour ambition de monter des rencontres plus locales, destinées cette fois à l'élaboration de solutions à des enjeux collectifs locaux. Donc, il s'agit encore une fois de réunir les acteurs d'un écosystème local. Nous avons fait le choix de l'échelle départementale, qui convient plutôt bien au territoire champardonnais, et de les amener cette fois-ci non plus seulement à échanger, mais à travailler ensemble, à essayer d'élaborer des réponses à des enjeux collectifs qui se posent à eux. Ces réunions sont là aussi, et c'est encore une fois, c'est important, sous la présidence et l'animation des élus du Conseil régional Grand Est. C'est très récent. La première rencontre dédiée à la Marne s'est déroulée le 16 mars 2023 et elle va vous parler puisqu'il y avait deux questionnements mis sur la table. Premièrement, comment peut-on coopérer à une démarche de IT sur l'ensemble du territoire marnais? Mais seconde question, il s'agissait en fait d'une présentation des activités de l'entreprise Replace qui s'adressait à l'écosystème marnais pour leur poser la question, pensez-vous qu'il soit possible de contribuer collectivement à la valorisation des résidus plastiques composites pour laquelle l'entreprise Replace apporte une réponse. Et la proposition de coopération qui a été faite, qui est très basique, très concrète aux acteurs marnais, c'est êtes-vous d'accord pour une visite le 20 avril du site de l'usine Replace, qui est le premier site est situé dans la Marne, pour que vous puissiez en savoir davantage. Et cette visite du 20 avril sera d'ailleurs organisée par l'équipe d'animation du réseau collectif dont j'ai parlé précédemment. On est en plein dans le thème. Et pour conclure, évidemment, sachez aussi que toujours à titre pilote, que les rencontres locales des 4 autres départements sont en cours de préparation. Donc voilà un petit peu ce que je devais vous présenter en termes d'enjeux économiques circulaires, des actions en région et du lien avec le webinaire de ce jour. Donc voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Richard pour la présentation de ces différentes actions qui, je pense, auront retenu l'attention de notre public aujourd'hui. Et peut-être avant d'avancer sur les retours d'expérience, également un élément de présentation complémentaire.
Je disais en introduction, ce webinaire est aussi organisé en partenariat avec le JET Environnement, donc Grand Est Transformation Environnement. Et donc, je vais m'attarder peut-être une minute sur ce qu'est ce JET Environnement. Donc, c'est un dispositif centre de ressources et d'expertise qui rassemble les offreurs de solutions du Grand Est au service de la transformation des entreprises. Donc, j'en parle aujourd'hui notamment pour les entreprises innovantes qui nous regardent et qui développent des solutions à destination plutôt du public entreprise et industrie. Ce Grand Est Transformation, il a pour mission de structurer et de coordonner des communautés d'offreurs, de contribuer à la transformation des entreprises et organisations du territoire, d'anticiper les besoins en compétences clés et de faciliter aussi l'accès aux talents, et également de faire rayonner la région et donc d'attirer de nouveaux offreurs de solutions et talents en région Grand Est. Il faut savoir que le travail du JET Environnement se structure autour de 4 domaines d'activité stratégiques: l'eau, l'économie circulaire et les déchets, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, la biodiversité et la transition énergétique et l'impact atmosphérique. L'outil opérationnel, c'est la plateforme des Green Tech, Sorezo, que mentionnait tout à l'heure Richard Lubin. Et donc, pour toute entreprise offrant de solutions qui ont des solutions à destination des industries ou des acteurs privés, c'est un dispositif qui peut vous intéresser. Je vous partagerai les coordonnées de mes collègues en charge de ce dispositif, donc un dispositif régional opéré au sein de Grand Innov. Je vous partagerai leurs coordonnées un peu plus tard. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'avancer sur le premier retour d'expérience de ce webinaire. Et donc, je vais inviter Monsieur William Gourdin-Servenière, cofondateur de Green Phoenix, et Madame Christine Lelier-Brassac, directrice générale de la Samince, à activer leur caméra et leur micro pour nous apporter justement ce retour d'expérience sur le projet en cours de collecte à vélo cargo de biodéchets sur le site du marché-gare de Strasbourg. Est-ce que peut-être en premier, je peux orienter une première question à William pour Green Phoenix. Est-ce que William, tu pourrais nous présenter justement qu'est-ce que Green Phoenix, quelle est votre solution innovante et peut-être nous dire 2 mots sur comment la prise de contact s'est amorcée avec la Samince. Totalement. Déjà, bonjour tout le monde. Et donc, pour présenter brièvement Green Phoenix, donc, je vais avoir quelques diapositives qui vont planter le décor. Donc, en tout premier, l'objectif de Green Phoenix, c'est de collecter les déchets organiques, donc tout ce qui est déchets compostables, tout ce qui est reste alimentaire, reste de repas, épluchures, marcs de café, coquilles d'œufs, etc. Et donc de le redonner à la terre et de pouvoir par le même biais en fait produire de l'énergie renouvelable. Donc vous voyez à gauche, donc on est une équipe de 5 cofondateurs, 5 entrepreneurs strasbourgeois qui avons lancé en 2020 en fait l'activité Green Phoenix. Et donc notre mission, c'est celle que je viens de stipuler, donc de produire en fait de l'énergie renouvelable à partir de nos biodéchets, le tout localement et avec un impact environnemental le plus faible possible. Donc aujourd'hui, tel que ça a été aussi présenté par mon prédécesseur, Monsieur Lubin, donc on est dans une économie assez linéaire aujourd'hui où on produit, on consomme et puis on jette. Et donc aujourd'hui, on se débarrasse des façons comme on peut des déchets. Et donc la proposition de Green Phoenix, c'est d'extraire en fait tout ce qui est matière organique, donc ces biodéchets, et de construire une économie circulaire et locale, donc la plus décarbonée possible. Donc Green Phoenix va agir sur les points 1, 2 et 3 que vous voyez à l'image. Donc on va sensibiliser à ce qu'est un biodéchet, proposer des solutions de tri adéquates en fait à chaque professionnel à qui on va travailler, mais aussi aux collectivités. Et donc c'est là en fait tout le potentiel. On s'adresse aussi aux collectivités qui ont en charge la gestion des déchets de leurs habitants et aussi tout acteur territorial qui rencontre des problèmes donc de gestion des déchets. Et ensuite, on va implanter une solution donc décarbonée de collecte des biodéchets. Donc, on est même allé jusqu'à innover et breveter un vélo cargo qui nous permet en fait de collecter 2 fois plus de biodéchets en un seul trajet et donc d'optimiser les collectes, de rentabiliser tout ce qui est gestion à vélo cargo des biodéchets et donc de pouvoir imaginer un tout autre horizon sur la collecte des biodéchets.
Et après, on va travailler avec des partenaires de valorisation locaux. Donc, nous, notre objectif, c'est de pouvoir boucler la boucle au plus local. Et puis, par la suite, aujourd'hui, vous pourrez rencontrer Arkeal, qui est une des solutions aussi donc de valorisation locale. Et donc, derrière, ça permet donc de produire de l'énergie renouvelable sous forme de biogaz, du compost, qui permet le retour à la terre et donc de boucler la boucle le plus localement possible. Merci Voilà. William pour ces éléments de présentation. Et donc, cette solution développée par Green Phoenix est en cours d'expérimentation au sein du marché gare de Strasbourg. Et peut-être pour justement présenter ce que est le marché gare de Strasbourg, je transmets la parole à Madame Loyer-Brassac, directrice générale de la structure. Merci Alizé. Bonjour à toutes et tous. Je vous prie d'excuser ma voix qui est un peu faiblarde. J'espère que vous arriverez à me comprendre. Donc la Samins, c'est une société d'économie mixte dont le rôle en fait est d'opérer, de gérer le marché d'intérêt national de Strasbourg. Donc comme les 16 autres marchés d'intérêt nationaux qui existent en France, le plus connu étant Rungis. Donc, si je devais le résumer par une image, en fait, nous sommes le garde-manger du territoire de l'Eurométropole, mais aussi au-delà, puisqu'on est le seul mine dans le Grand Est de la France. Et donc, nous hébergeons des grossistes dans nos locaux, dans différents entrepôts qu'on leur met à disposition. Ces grossistes qui desservent eux-mêmes des points de vente de proximité, donc les épiceries, les supérettes de proximité, mais également tous les professionnels de la restauration. Il s'agit de la restauration commerciale ou de la restauration sociale. Sur l'emprise du mine, les 15 hectares et les 60 000 mètres carrés de bâtiments et pour les 40 opérateurs qui sont sur ce terrain, en fait, nous assurons la collecte des déchets à la place de la collectivité. Et donc avec une tarification qui est validée après en préfecture. Si j'en viens à la question des biodéchets, en fait, elle était en réflexion dès 2020, en parallèle avec la réflexion plus générale sur l'amélioration des différentes filières de tri pour n'avoir pas qu'une seule collecte de DIB. Pourquoi les biodéchets? Parce que quand on est une plateforme de produits agroalimentaires, c'est le déchet le plus important qu'on produit. Chez nous, ça représente un volume d'à peu près 400 tonnes sur l'année, sur les 80 et quelques milliers de marchandises en fait, que nous gérons. Donc, c'est un volume assez conséquent. Donc, on avait mis en place une première solution avant l'arrivée de Green Phoenix dans nos locaux, dans notre périmètre, et avec une société qui venait collecter ces déchets 4 fois par semaine, mais qui avait l'inconvénient de nous donner peu de visibilité sur les volumes collectés et surtout en fait, d'avoir un centre de traitement de ces déchets par méthanisation qui représentait des distances assez importantes. Donc, c'est dans ce cadre-là en fait, qu'on s'est rapproché de Green Phoenix, qui venait s'implanter sur notre site pour voir comment est-ce qu'on pouvait collaborer ensemble. Merci beaucoup Madame Loyer-Brassac pour ces éléments de présentation. Je me tourne peut-être vers William en rebond à ce que vous dites. Donc peut-être William, peux-tu nous dire voilà comment de l'implantation mentionnée par Madame Loyer-Brassac sur le site, comment ça s'est passé pour justement arriver aujourd'hui à un projet concret et peut-être nous dire aussi comment aujourd'hui se déroule la collecte des biodéchets sur le site de la Samins. Oui, alors pour reprendre depuis le début et comme cela vient d'être dit, on était donc depuis le début de notre activité implanté donc sur le site du marché gare, donc depuis maintenant quasiment 3 ans, et donc on avait un local logistique sur le marché gare. Donc par cette proximité, on a pu déjà être en contact, et donc lorsque il y a eu ce besoin plus pressant et plus fort donc de valoriser localement de manière aussi plus décarbonée et donc d'avoir cette traçabilité claire donc du biodéchet produit et de sa typologie. On a pu en fait travailler directement avec la Samins sur cette élaboration d'une solution adéquate
pour le marché gare de Strasbourg. Et donc, ça a été aussi le début donc, des échanges, voir comment on peut dimensionner une solution donc pour des grossistes qui produisent tout de même un volume conséquent par semaine par rapport à d'autres clients, d'autres typologies que l'on a, donc plus sur le centre-ville, donc avec de la restauration ou des fleuristes ou des boulangeries ou des bureaux d'entreprise. Donc là, on va être sur des volumes quand même plus conséquents. Donc après, pour rentrer un peu plus donc dans la logistique que l'on met en place, donc on travaille avec des caisses palettes donc de 600 litres qui nous permettent de récupérer les déchets organiques qui sont produits par les grossistes et donc par des échanges mensuels ou bimensuels, bi-hebdomadaires pardon, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, c'est plus juste. Donc on vient collecter donc tous les volumes, tous les tonnages donc de chaque grossiste. Et on s'adapte vraiment donc à chaque besoin. Donc il y en a qu'on va pouvoir collecter une fois par semaine, d'autres 2 fois, voire plus, et aussi réagir en cas d'urgence. Donc il arrive parfois qu'il y ait des pics, donc selon les saisons, mais aussi selon les aléas X ou Y. Donc on est en capacité en fait de répondre, notamment grâce à notre proximité. Merci beaucoup, William, pour cette présentation des modalités un peu plus concrètes du projet. Et je me tourne peut-être vers Madame Lollier-Brassac. Donc voilà, aujourd'hui, comment cela s'est mis en place avec les occupants, avec les grossistes? Quel est le lien avec les utilisateurs? Quoi de ce service? Est-ce que vous avez des retours? Effectivement, dès le départ, quand cette collecte a été mise en place et a fortiori quand on s'est quand on a basculé sur la coopération avec Green Phoenix, le souhait, c'était vraiment d'avoir un accompagnement complet, parce que c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, le premier élément. Et deuxième élément, pour pouvoir bien valoriser des déchets qui sont évitables, il y a tout un travail de sensibilisation et d'accompagnement à faire pour que ce tri soit fait correctement. Et donc, on s'appuie en fait sur l'expertise et la proximité de Green Phoenix par son passage bi-hebdomadaire auprès de nos grossistes pour faire ce travail en fait de sensibilisation, d'accompagnement. Et nous, de notre côté, on a eu une première phase de facturation qui était très avantageuse en fait pour les utilisateurs. Donc clairement qui était à perte pour nous, entre ce que ça nous coûte et ce qu'on refacture, mais dont le but était de mettre en place le système, d'inciter aux bonnes pratiques et de mettre en place la mécanique. Et là, on est en train de travailler, on a monté un groupe de travail pour ça avec le grossiste et auquel Green Phoenix est associé, pour arriver à une tarification qui serait incitative, c'est-à-dire faire payer moins ceux qui sont les bons élèves, entre guillemets, et avoir une tarification plus juste de ce que produit chacun et chacune. Merci beaucoup. Et peut-être, William, pour Green Phoenix, comment se passe justement la relation avec les grossistes, avec les occupants du marché gare? Alors la relation est très positive, sachant d'un certain côté, on se connaissait déjà, vu qu'on était aussi opérateur sur le marché gare. Donc voilà, on va dire la transition c'est bien faite. Les outils qu'on utilise sont similaires. Donc, on va dire la transition a été bonne. Et puis, derrière, on a voulu vraiment engager des discussions pour, s'il y a des besoins, s'il y a des évolutions dans leurs besoins, qu'ils puissent les communiquer. La SAMIN, c'est toujours l'intermédiaire aussi donc de communication et de centralisation de l'information. Mais en tout cas, Green Phoenix, en tant que collecteur, il y a des échanges qui sont possibles, des sensibilisations aussi que l'on peut mettre en place selon les besoins, selon les équipes, des remontées. En fait, il y a vraiment ce suivi-là. Ils ont les informations, ce qui va aussi dans des demandes RSE, en fait, de plus en plus chez les grossistes. Donc, derrière, pour avoir des labellisations ou respect des réglementations. Donc, ça, c'est des choses qu'ils apprécient fortement. Voilà. Okay, merci. Et puis peut-être une question à l'attention de vous deux, Green Phoenix et Marché Gare.
Est-ce que vous vous êtes fixé des critères de réussite, des indicateurs? Comment vous allez pouvoir voir si au final cette nouvelle démarche est un succès au sein du site? Oui. Pour nous, en fait, les critères, ils sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Ça va être l'amélioration de la qualité du tri, donc de ne plus avoir, par exemple, de déchets organiques qui partent dans les DIB. Et dans les déchets organiques qu'on collecte, de ne plus avoir d'erreur de tri, c'est-à-dire puisqu'on sépare les déchets emballés des non emballés, de ne plus avoir non plus ces erreurs de tri. De faire en continu un travail sur l'incitation à la réduction des volumes. Alors là, c'est la phase amont par une meilleure gestion de la marchandise, pour éviter qu'elle ne devienne un déchet. Et globalement parlant, d'avoir un niveau de sensibilité des grossistes. Donc clairement, ce n'est pas le métier ni la préoccupation principale que de gérer des déchets, malgré tout d'avoir une meilleure sensibilité à cette question parce qu'elle a un coût. Nous, on est obligé de leur facturer les coûts et l'enjeu, c'est d'arriver à maîtriser ces coûts, tant pour nous que pour eux. Dans un contexte où, on sait ce que c'est, la crise de l'énergie, etc. Il y a d'autres charges qui pèsent sur leur activité. Donc, maîtriser cette dimension-là, c'est un facteur important de leur pérennité. Et juste pour compléter, donc en effet, dans les collectes que l'on a mis en place avec Green Phoenix, on permet en fait ce tri dès les grossistes, donc entre ce qui est emballé, le déchet, donc ça peut être sous vide ou des barquettes, etc., et le non emballé, donc qui est juste avec des déchets organiques bruts qui vont directement en méthanisation sans passer par une étape de biodéconditionnement qui sépare en fait la matière organique de l'emballage, souvent plastique. Et donc, les objectifs, c'était vraiment de pouvoir proposer à tous les grossistes donc ces solutions, ce qui a été mis en place donc depuis fin d'année dernière. Derrière, de s'adapter aux besoins, donc de pouvoir suivre ces tonnages, ce qui a été aussi mis en place via une traçabilité et une pesée. Et derrière, donc, avec ce suivi, de pouvoir tendre vers une réduction des volumes, on va dire, emballés ou moins bien triés, et derrière, d'avoir plus de biodéchets bruts et donc d'adapter la valorisation en fait, aux déchets que l'on collecte. Voilà. Merci William. Alors peut-être avant de nous orienter vers le prochain retour d'expérience, est-ce que tu peux nous dire, William, de ton côté, quelle suite pour toi, quels objectifs en 2023? Totalement. Alors nous, donc Green Phoenix, on est présent sur Strasbourg depuis maintenant 3 ans. On y a développé notre activité. Donc ce que l'on prévoit pour 2023, c'est l'augmentation d'activité, donc que ce soit sur le segment B2B et avec les collectivités. Mais en 2023, Green Phoenix s'exporte en région Grand Est. Donc on a un développement sur Metz prévu pour mi-2023 et en discussion avec d'autres métropoles du Grand Est. Donc on a ce développement régional dans un premier temps sur cette année et donc qui est, on va dire, la plus grande étape pour Green Phoenix et toujours aussi accompagné, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais par Grand Esteur, parce qu'on est aussi donc référencé solutions innovantes par Grand Esteur depuis 2021, et donc c'est aussi cet accompagnement-là par Grand Esteur qui nous permet en fait de percevoir ce développement serein, on va dire, ou plus serein à l'échelle régionale. Et donc, merci aussi Grand Esteur pour tous ces accompagnements et ces conseils. Merci William. Est-ce qu'on laisse peut-être le mot de la fin à Madame Lelier-Brassac pour ses perspectives 2023 également sur ce sujet? Comme je le disais, en fait, c'est de renforcer le partenariat avec Green Phoenix pour améliorer la qualité du service à nos grossistes tout en maîtrisant les coûts, et puis de capitaliser en fait sur cette expérience liée aux biodéchets et au savoir-faire de Green Phoenix pour arriver à développer d'autres filières de tri, à élargir nos filières, toujours avec cette réflexion d'une valorisation aussi locale que possible. Ok, en tout cas, belle perspective pour le projet, on l'entend.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Green Phoenix, et pour la SAMINS. Je vous propose d'avancer sur le prochain retour d'expérience. Je vais vous repartager mon écran. Et donc, pour le prochain retour d'expérience, alors je vais donner la parole à Marie-Laure Ruppel, qui est responsable projet stratégique au sein de la société Replace, qui va pouvoir nous parler justement de la solution développée pour la revalorisation des plastiques non recyclables et également plus concrètement du déploiement qu'ils ont pu avoir dans la Marne ces derniers mois. Est-ce que peut-être, Marie-Laure, vous voulez commencer par nous présenter Replace et justement la solution que vous développez? Oui. Merci Alizée, bonjour à toutes et tous. Donc Replace, c'est un modèle d'économie circulaire éco-conçu, soutenu par une technologie brevetée et innovante pour transformer des plastiques complexes. Ce sont des plastiques souvent multicouches, multicomposants, qui est actuellement, lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas de solution de recyclage, ils ont au mieux une solution de valorisation qui est l'incinération et également une solution de non-valorisation puisqu'ils sont enfouis, ils sont mis en décharge et donc la ressource, la matière est tout simplement perdue. Et donc, Replace propose cette solution pour pouvoir faire de cette ressource, de cette matière, des produits de type tuteur, piquet, poteau et planche par un procédé simple, sobre en énergie, en boucle locale. Tout ça pour optimiser finalement l'impact carbone qu'on peut avoir aux différentes étapes de transformation et avec un caractère local, donc ancré sur les territoires. On fait avec les ressources en présence, avec les acteurs en présence pour que cela fonctionne. Voilà. La contrainte, pour situer un petit peu dans le contexte général, la contrainte du recyclage actuellement, c'est qu'il faut impérativement que ce soit monomatière pour que ça fonctionne. On a des technologies actuellement qui permettent véritablement de faire ce qu'on appelle de la regranulation. Les plastiques monomatières type polypropylène, PET, la bouteille plastique que tout le monde connaît bien, on sait très bien faire de la regranulation pour refaire même de la bouteille alimentaire avec un grade de qualité élevé. Or, il y a tout un tas de plastiques qu'on retrouve partout dans le quotidien, dans nos emballages, dans nos voitures et beaucoup effectivement aussi dans l'industrie, qui n'ont pas de recyclage possible parce que le fait qu'ils soient multimatières, multicomposants, parfois aussi avec de l'aluminium, comme ce qu'on retrouve dans le carton boisson type Tetra Pak, pour ne pas les nommer. Voilà, tout ça, ça empêche, ça perturbe les process de recyclage et c'est encore plus de 75% actuellement qui ne sont pas recyclés. C'est des millions de tonnes par an. Donc, comment fonctionne le modèle? On a des déchets plastiques, on les collecte localement. Il suffit d'une étape de broyage de la matière. La matière passe directement dans le procédé breveté que nous avons développé également avec un partenaire local pour faire les produits que j'ai cités tout à l'heure, donc tuteur, piquet, poteau, planche pour les marchés de l'agriculture, de l'arboriculture, viticulture. De la logistique avec la palette assemblée, pour la signalisation routière, pour le mobilier urbain, etc. etc. Il y a beaucoup de potentiel que l'on envisage. Et ce sont des produits qui, en fin de vie, seront recyclables à 100%. Ils sont déjà en matière 100% recyclée, on n'ajoute aucune ressource vierge. Et en fin de vie aussi, on peut assurer leur recyclage et pas qu'une seule fois. Il y a de multiples types de recyclage possibles. Bon, c'est quasiment une boucle infinie. Et des produits qui étaient en majorité à durée de vie courte ont ensuite une durée de vie longue. On estime qu'ils auront une durée de vie de plusieurs dizaines d'années assez facilement. Et donc voilà, ça c'est la philosophie Replace et ce modèle est labellisé Solar Impulse. On a aussi un caractère très social dans l'entreprise pour être cohérent sur toute la ligne de ce qu'on propose dans le projet, qui est qu'on a des lignes de production simples, ce ne sont pas des grosses unités complexes et on emploie des personnes
issu d'un partenaire aussi ultra local parce qu'il est juste de l'autre côté de la route. C'est Argonne Production chez lesquels on va embaucher des opérateurs. Argonne Production qui est une entreprise adaptée. Est-ce que je continue dans ma lancée? Oui, vous pouvez. On reviendra sur l'implantation dans un second temps. Donc voilà, ces produits que l'on fabrique, ils ont ce qu'on voulait encore une fois pour être dans une cohérence ultra locale et toujours dans cette optique d'impact carbone. Ce projet, il a effectivement initialement l'idée de sauver de la matière, d'avoir une économie circulaire autour de ces déchets plastiques, mais c'est aussi apporter une valeur sur le territoire. En implantant une unité Replace à cet endroit-là, qui était un terreau très favorable finalement à l'activité. Il faut savoir que Laurent Villemain, le président de Replace, a un passé dans l'industrie de la plasturgie et notamment dans la fabrication du tube cosmétique, qui est par excellence une typologie de déchets plastiques multicouches qui actuellement est difficilement recyclable, voire impossible à recycler. Et donc, il avait cette connaissance finalement, de par la fabrication et la connaissance de tout le cycle de vie de ces produits-là, des enjeux qui étaient liés finalement aussi à la fin de vie des produits. Il y a aussi des dimensions éco-conception, etc. Notre projet, il n'a pas vocation à dire continuons tout ce qu'on fait comme on le fait. Pas du tout. Il faut continuer à éco-concevoir, il faut continuer à mieux gérer nos ressources, notre consommation, à la réduire. Mais voilà, il y a une réalité qui fait que le plastique est partout et qu'il y a des difficultés à l'heure actuelle de sauver et de faire quelque chose de cette ressource en fin de vie. Et donc, sur ce territoire en particulier, il y avait finalement tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir avoir l'endroit, l'emplacement. Il faut savoir que la Marne est un territoire historique de la fabrication du tube depuis les années 60. Il y a un des leaders mondiaux de la fabrication du tube qui est Albéa, qui se situe à 15 km de l'usine à Sainte-Ménéhould, Sainte-Menou, pour les puristes. Et on avait également aussi le fabricant de machines, l'équipementier, avec lequel nous avons co-développé la technologie pour permettre finalement de recycler ces matières-là qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. On avait aussi, donc l'emplacement, je le disais, une usine qui était devenue une friche industrielle pour des questions de modernisation d'une industrie du tube qui est très exigeante. On avait un site qui était une friche, qui était une usine Albéa qui avait dû fermer pour en créer une plus moderne. Et l'idée, c'était de réhabiliter cette friche, de permettre de recréer une activité très locale pour créer de la valeur sur le territoire, pour redynamiser une Comcom et d'aller en plus vers une technologie vertueuse pour les territoires, éviter de l'incinération, éviter des émissions de CO2, tester un modèle. On avait également les bons partenaires juste autour. J'en ai cité un juste avant, Argonne Production, qui est juste en face de chez nous. Il y avait également un maire, une collectivité, une commune qui était vraiment dans la coopération, et ça c'est une dimension importante que tout le monde a citée, cette dimension de coopération, de volonté de créer quelque chose, de comprendre la nécessité des emplois, de créer une activité, parce que tout ça a un retentissement au-delà de l'activité propre de Replace. On avait le bon partenaire commercial également qui était aussi par un intermédiaire juste en face de l'autre côté de la route. On a trouvé le bon partenaire commercial parce que quand on se lance dans cette activité, c'est bien beau de produire, mais il faut que ce qu'on produise ait une utilité et une valeur sur les territoires. Et donc, en trouvant ce bon partenaire commercial qui était Keepfill, qui est un des leaders mondiaux de l'équipement de vigne, un grossiste, eh bien, on a pu développer notre premier produit, un produit qui ne soit pas en plus trop complexe à fabriquer, au-delà de la complexité du recyclage en soi, mais un produit qui permettait
de mettre assez rapidement sur le marché quelque chose qui peut être testé, qui peut être validé. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à gauche des photos. Ce sont des tuteurs de vignes. Ce partenaire commercial qui a l'expertise et la connaissance du terrain, des contraintes, des attentes, des besoins et des enjeux du secteur de la viticulture en Champagne, nous a permis de tester, de valider ce produit avec le comité interprofessionnel du vin et du champagne pour tester le modèle. Voilà, on avait testé la technologie, il fallait tester la validité économique et la pertinence environnementale, donc ça on l'a fait avec lui aussi, et toute la profession finalement. Et donc on a pu comprendre finalement que ce produit avait une place pertinente de par son utilisation et son impact dans les vignes champenoises finalement. Et comme l'objectif, c'est de créer aussi des belles histoires d'économie circulaire et des belles histoires locales, avec la confiance aussi des personnes qui se sont lancées avec nous dans le projet, on a sourcé des déchets, par exemple la Coiffe de Champagne, hein, c'est une entreprise qui produit le papier alu-plastique qui entoure les bouchons de champagne qu'on doit retirer pour pouvoir déboucher la bouteille. Eh bien, il y a toujours des chutes de production et ces déchets-là, comme ils sont un complexe alu-plastique, c'est un multicomposant qu'on ne sait pas recycler actuellement, qui était incinéré. Et finalement, nous, on peut incorporer cette matière-là juste par une étape de broyage dans nos produits. Et finalement, le déchet de l'industrie du champagne, entre guillemets, est une ressource qui retourne dans un produit qui permet d'être utilisé dans les vignes champenoises. Voilà, donc on crée des histoires locales en ce sens. Peut-être une question en rebond. Alors, on entend la présence d'un écosystème local avec, on va dire, les bonnes briques au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Une connaissance aussi de la collectivité qui a peut-être aussi été fédératrice de ce collectif. Concrètement, donc aujourd'hui, vous avez votre première implantation, si je ne me trompe pas, donc il y a Vienne-le-Château, c'est ça? Exactement. Voilà. Et justement, comment s'est passé un peu ce montage, peut-être juridique, financier, parce qu'on entend que c'est un projet quand même assez complexe. Si d'autres territoires veulent le répliquer, concrètement, comment ça se passe? Ah oui, c'est vraiment indispensable d'avoir un écosystème d'acteurs qui partagent la vision, l'éthique, qui comprennent effectivement ce projet. Donc, il faut quand même que les visions soient bien alignées, qu'on marche, qu'il y ait une bonne compréhension et qu'on marche tous dans la même direction. Alors, comment ça se passe? Alors, il faut rencontrer les gens, il faut discuter. Il y a tout un travail de pédagogie, d'explication. Il faut se consulter, monter les choses ensemble et il faut avoir la bonne volonté de le faire. Effectivement, c'est une aventure humaine avant tout. Sans les personnes qui vont mettre leur énergie et faciliter les choses, hein, mettre les moyens pour que chacun puisse avancer en clarifiant bien ce que chacun peut apporter et voilà, de voir les effets positifs que cela peut apporter sur le territoire, on n'y arrive pas. Donc concrètement, comment ça s'est passé? Les cofondateurs de Replace, qui sont Laurent Villemain et Christian Horn, ont travaillé avec, en premier lieu, le maire de Vienne-le-Château pour s'accorder sur le lieu. Il fallait, comme c'était une friche, réhabiliter un minimum, faire quelques travaux sur l'installation électrique, sur voilà, le bâtiment en lui-même pour pouvoir implanter une ligne en toute sécurité. Hein. Il y a eu aussi une explication qui a été faite aux gens de la commune parce que quand il y a une activité industrielle qui s'installe, ça peut faire un petit peu peur aux gens. Ils peuvent avoir peur de certaines nuisances, que ça puisse être du bruit ou des odeurs ou que sais-je, de passage de camions, hein, ça, tout ce qui peut être perturbateur dans une activité. Donc, il a fallu rencontrer les gens, leur montrer, leur expliquer ce qu'on faisait pour que finalement, il y ait une adhésion aussi des personnes au projet et aux enjeux de ce projet-là. On a aussi travaillé avec la commune de Sainte-Menou
pour expliquer le projet, puisque ça impliquait également des entreprises de leur territoire. Donc, AISA, notre équipementier, qui par là même avait une activité supplémentaire sur le développement de machines. Albéa, qui a du déchet de tubes multicomposants, où on permettait finalement d'optimiser la fin de vie du produit et l'impact carbone qui en est lié. Qui y est lié, pardon. Et le maire a compris aussi l'intérêt de cette activité. On a pu tester avec eux des poteaux de signalisation routière. Le panneau stop qui était sur les photos, c'est un poteau replace qu'on a implanté sur toute une zone de la commune. Tous les poteaux de signalisation sont des poteaux replace. Donc, tout le monde se prend un petit peu au jeu de replace en permettant de tester et de faire de la mise en relation. Tout ça, c'est de la synergie d'acteurs finalement. C'est hyper systémique et on a besoin d'impliquer des acteurs privés, des acteurs publics également, d'avoir leur soutien pour permettre que tout se mette bien en place. Je reviens aussi un petit peu en arrière sur le lieu. Le maire avait aidé, avait facilité l'installation. Et nous aussi, on a pris des engagements vis-à-vis du maire. Hein. C'est pas juste on nous déroule le tapis rouge et puis voilà. Effectivement, on a pris des engagements au regard de la commune, au regard de l'activité. On s'est engagé aussi ensuite à nous poursuivre la réhabilitation et à acheter le bâtiment une fois que l'activité serait bien lancée et pérenne, bien sûr. Merci beaucoup Marie-Laure. Peut-être une dernière question et puis on avancera sur les prochains intervenants pour leur laisser Oui. un peu de parole. Donc peut-être je reprécise, effectivement, vous parliez de soutien d'acteurs publics, donc des collectivités. Il me semble aussi que vous avez reçu des aides financières de plusieurs organismes, je crois la région, la BPI, l'ADEME. Vous me confirmez, c'est ça? Tout à fait. Alors, le projet étant très transversal, il incorpore, quand je parle d'éco-conception, hein, c'est vraiment chaque étape du sourcing jusqu'à la fin de vie du produit qui a été pensé. Et puis, pour garantir la démarche, on a voulu faire des choses, les choses proprement, entre guillemets. Donc, on a voulu faire de l'éco-conception. Hein, finalement, nos produits sont éco-conçus. La matière, c'est que de la matière qui était vouée, sous l'idée de déchets, hein, mais c'est une matière quand même intéressante qui ne doit pas finir sa vie. Donc, c'est que de la matière déchet, la fabrication est sobre en énergie, etc., etc. Donc, on a eu des aides de la région pour l'éco-conception. On a eu un soutien de la BPI pour la R&D, parce que notre projet, il ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a il y a un grand plan de R&D sur notre activité. Et on a aussi eu le soutien de l'ADEME dans le cadre du dispositif hors place pour l'incorporation de matières premières de recyclage dans la fabrication de nos produits. Donc, on colle aussi aux politiques publiques et aussi par rapport à l'aide éco-conception, ce que je voudrais ajouter et qui est très, très important, c'est qu'on a fait une analyse de cycle de vie dès le début de notre activité et on le poursuit également actuellement. On en a relancé une parce que c'est très important qu'on puisse garantir la pertinence de notre démarche d'un point de vue environnemental. On peut avoir de très bonnes idées, mais il faut pouvoir comparer et estimer notre impact. Merci beaucoup. Et peut-être l'ultime question, peut-être en quelques mots. Oui. Quelles prochaines étapes? Est-ce que vous voulez peut-être dupliquer cette expérience sur d'autres territoires? Oui, parfaitement. Alors, c'est un modèle ultra local, hein, dans un périmètre de 100 km environ, où on a l'ensemble de l'activité, à la fois sourcing et vente des produits. Mais pour que ce soit encore plus vrai et que le modèle se renforce en soi, on a besoin de dupliquer ces unités replace au plus près des déchets, au plus près des besoins des produits que l'on peut fabriquer. Donc effectivement, on a déjà 2 projets de duplication en Grand Est, dont le premier devrait voir le jour l'année prochaine, en 2024, avec des acteurs, encore une fois, très engagés, qui ont des démarches et des visions similaires. Et nous avons déjà plusieurs contacts dans d'autres grandes régions,
avec des agences de développement économique, avec même les acteurs des régions en elles-mêmes qui sont intéressés par le modèle et qui commencent déjà à travailler avec nous sur des duplications d'unités Replace. Merci beaucoup Marie-Laure. Alors je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Je ne sais pas si c'est chez moi ou chez vous. Donc j'espère que ça ne va pas porter préjudice au webinaire. Merci. Et puis peut-être donc pour continuer, je vais proposer à Clément Carato de venir présenter. Donc pas forcément son retour d'expérience, mais plutôt sa solution innovante, la biocapsule. Clément, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci, Grand Testeur, pour l'invitation. Donc, la biocapsule, nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur un système de conversion des biodéchets de manière hyper locale. Donc, Arkeal, nous, on est une entreprise à mission. Alors, je ne sais pas si, Alizé, tu peux passer sur la slide suivante. Parfait. On est une entreprise à mission incubée chez Semia. Et notre mission, c'est de redistribuer l'énergie produite des biodéchets sur un modèle hyper local. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 employés et moi-même, je suis ingénieur mécanique et Hélène Mastin, mon associée, ingénieure biochimiste sur le projet. On est supporté par notre écosystème de partenaires aujourd'hui et du coup, on part sur le constat, nous, aujourd'hui, que les solutions de traitement des biodéchets sont peu ou mal adaptées. Donc, slide suivante, sont peu ou mal adaptées au système, du moins aux producteurs de biodéchets, notamment par leur éloignement des producteurs de biodéchets. Donc, en région Grand Est, on a à peu près 37 km de distance moyenne entre le point de production et le point de traitement, ce qui implique des transports longue distance de matière. C'est aussi des investissements qui sont colossaux. Donc, pour les producteurs de biodéchets qui n'ont pas un gisement très grand, c'est des investissements qui sont finalement réservés aux gisements de très grande taille. Et enfin, certains projets sont soumis à la défiance de l'opinion publique. Et du coup, ça peut poser problème sur une présence en milieu urbain, périurbain. Donc, notre solution, c'est d'apporter une alternative dans ce mix de traitement, une solution hyper locale qu'on appelle la microméthanisation. Donc, on est basé sur le process de méthanisation et c'est de bénéficier de la collecte en circuit court, notamment par nos amis de Green Phoenix, et de pouvoir auto-alimenter les locaux du producteur, les locaux chaufferie, chaudière, cogénérateur ou pompage pour faire du carburant GNV en direct. Et la partie, finalement, donc le biogaz produit par cette unité de microméthanisation permet de rendre plus souverain le producteur de biodéchets, de redistribuer son énergie et de pouvoir avoir une stabilité de prix sur le long terme. La partie, le deuxième flux qui sort du microméthaniseur et le digesta est lui retourné au sol. Sur notre innovation, on travaille sur 2 innovations majeures. Notre cuve réacteur, donc là où se passe le procédé biologique de microméthanisation avec des bactéries dites anaérobies. C'est un digesteur 100% enterré et qui est basé sur un procédé de voie sèche, donc à faible consommation et à faible demande en eau externe. Notre deuxième innovation, qui est brevetée, c'est la partie traitement des effluents de microméthanisation, à la fois le biogaz produit et le digestat, qui ne peuvent pas être utilisés directement chez le producteur de biodéchets. Donc, on a finalement innové sur cette partie pour réduire énormément les coûts d'investissement et les coûts énergétiques de ces unités qui aujourd'hui peuvent représenter des coûts majeurs dans le modèle économique. Donc, la biocapsule, elle va pouvoir traiter de 200 à 600 tonnes de biodéchets
par an. Donc 600 tonnes, c'est à peu près l'équivalent de 5000 foyers. Pour produire donc 3 à 7 normomètres cubes de biométhane, ce qui est l'équivalent de 150 foyers à son maximum, 500 MWh par an, ou l'autonomie de 10 camionnettes type Sprinter avec 30 000 km par an. Donc, ça devient intéressant, hein, notamment sur des problématiques de zones à faible émission, où on voit le GNV comme une des solutions de mobilité de demain. Sur la suite, on va aussi valoriser la partie engrais, donc la partie digesta, qui est valorisée sous forme d'engrais, qui va pouvoir répondre à la demande de 15 hectares de culture maraîchère. Donc aujourd'hui, nous, on a passé un certain nombre d'étapes dans notre développement avec la validation d'un premier prototype et on travaille activement avec en fin 2023, la fin de notre partie conception de l'échelle opérationnelle, l'échelle 1. Et dès 2024, on souhaite expérimenter la première échelle opérationnelle sur le territoire. Et dans ce cadre-là, nous cherchons des partenaires d'expérimentation capables de nous suivre sur cette expérimentation pilote. C'est le prochain slide. Capable de nous suivre à la fois sur un cofinancement, donc une partie de l'investissement serait la charge de l'expérimentateur, mais de notre part aussi. Et on attend aussi le soutien de l'ADEME sur ce type de projet ou d'autres financeurs côté énergétique et économie circulaire. C'est aussi la mise à disposition d'un terrain et du gisement organique et mobiliser aussi le soutien des services opérationnels. Les bénéfices sur cette expérimentation, ça serait d'avoir une biocapsule qui serait finalement, suite à l'expérimentation, mise à niveau commercial et du coup une biocapsule à prix réduit pour le producteur de biodéchets, collectivité, cuisine centrale, marché de gros. Un service de recyclage hyper local et une production de biométhane. L'exclusivité de la première biocapsule et avoir une solution aussi réplicable pour son territoire. Donc, nous, on voit une étape d'expérimentation qui commencerait par une étude d'implantation, puis démarrer le contrat de cofinancement et les autorisations, suivi de la construction, de l'expérimentation et de la mise à niveau commercial. Donc voilà, notre solution, c'est une solution qui s'inscrit dans un mix de solutions existantes et qui va être, on va dire, compatible à un certain nombre d'acteurs tels les producteurs de biodéchets et qui va pouvoir répondre de manière systémique aux besoins du territoire, à la fois en termes d'autonomie énergétique, à la fois en termes de besoins en fertilisants et aussi en termes de social, d'éco-sensibiliser les participants et de créer du lien sur le territoire. Merci. Merci beaucoup Clément, et je me permets de préciser que sur la slide en bas à droite, vous pouvez trouver les coordonnées pour contacter directement Arkeal si vous avez des questions, et je vois déjà qu'il y a eu quelques questions dans le module questions-réponses. On pourra les prendre tout à l'heure. Et donc peut-être pour finir le tour de table de ce jour, je vais pouvoir passer la parole à l'équipe de Nouvelle Attitude pour présenter la solution de reconditionnement des vélos à assistance électrique. Donc je donne la parole à Jean-Marc Pierret et Serge Da Silva. C'est à vous, messieurs. Bonjour à tous, je vais peut-être laisser Serge commencer à présenter l'entreprise. Bonjour. Alors nous, on est une structure d'insertion qui est filiale du groupe La Poste, une entreprise qui est implantée sur plusieurs territoires en France, mais qui a des sites aujourd'hui à Verdun et des sites partenaires à Saint-Dié-des-Vosges et à Hellekirch. Notre entreprise, elle est spécialisée principalement dans l'insertion professionnelle, donc dans l'accompagnement des collaborateurs. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va vous parler de l'activité vélo. Ok, merci Serge. Alors, je vais juste revenir sur la diapo d'avant, si tu veux bien, Alizé. Historiquement, Nouvelle Attitude
principalement une entreprise où les opérateurs faisaient de la valorisation de papier et de carton. Et aujourd'hui, on est en train de basculer l'entreprise sur un nouveau marché, celui du vélo assistance électrique, et notamment sur la partie reconditionnement, avec une capacité industrielle. Et on se positionne sur 3 marchés. Le premier marché sera le reconditionnement pour notre compte. Alors, on prend l'exemple des vélos de facteurs, c'est la solution la plus simple pour nous, parce qu'aujourd'hui, La Poste, c'est la première entreprise en France avec la plus grosse flotte de vélos assistance électrique. On a à peu près 20 000 vélos en circulation. Donc, nous, on source ces vélos, on les récupère, on les reconditionne et on les revend. On intervient également sur la prestation de services de reconditionnement pour des tiers. Également, c'est aussi un marché sur lequel on se positionne, c'est les prestations de maintenance. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, la réduction des déchets en reconditionnant des vélos de facteurs, enfin en reconditionnant pendant les vélos assistance électrique, c'est une évidence. La cible aujourd'hui, ça peut être des clients intéressés, des clients particuliers intéressés par un vélo pratique, robuste, abordable, et aussi par l'image RSE que peut apporter ce vélo. Mais également, notre cible, c'est des entreprises et des collectivités ou les acteurs de la distribution, notamment des cyclologiciens qui souhaitent avoir des vélos abordables. On parlait notamment dans les expériences tout à l'heure de personnes qui utilisent des vélos cargo. Le prix moyen d'un vélo cargo aujourd'hui, il est extrêmement élevé, et la possibilité d'acheter des vélos reconditionnés, notamment sur les anciens modèles de vélos de facteur, est une opportunité intéressante. Je passe brièvement sur le marché de reconditionnement et le marché de la maintenance. Sur la diapo d'après, on va présenter des exemples beaucoup plus concrets du travail qu'on peut faire. On a cherché des exemples très locaux. Le premier, c'est l'entreprise Orest, donc, qui est basée à Erstein et qui est en train de construire un magnifique bâtiment à Saint-Dié-des-Vosges. Cette entreprise, notamment sur le site d'Erstein, elle est confrontée à des problématiques foncières. Elle veut s'agrandir et malheureusement, le foncier sur l'Alsace est toujours compliqué. Et la solution, c'était d'empiéter sur les places de parking véhicules-voitures. Et pour ce faire, l'alternative, c'était de proposer aux collaborateurs des vélos assistance électrique pour que les gens puissent venir sur le travail avec des vélos et puis libérer les places de parking, ce qui a été une opération intéressante à la fois pour Rest et pour les collaborateurs. Et on a aussi proposé des vélos personnalisés. Donc, en photo, vous avez un vélo couleur or. Il n'est pas en or, mais il est bien en couleur or. L'autre exemple intéressant, c'est une entreprise de Mulhouse qui fait la cyclo-logistique. Donc, alors, je prends l'exemple de Mulhouse, mais il est intéressant également sur d'autres zones où il y a le développement des ZFE. Et aujourd'hui, le déplacement en vélo, il est devenu la meilleure solution pour pouvoir se déplacer, avec des contraintes d'emport souvent et des contraintes financières, parce que le vélo cargo est relativement cher. L'idée d'atteler un vélo reconditionné avec une remorque est une alternative intéressante et qui intéresse beaucoup de cyclologisticiens. Voilà, l'autre exemple, alors c'est sur la diapo d'après. Là, on est sur des vélos qui ont été reconditionnés pour le compte de Emmaüs. Donc, Emmaüs dispose d'une plateforme de mobilité. Et cette plateforme de mobilité, elle met à disposition, alors ce n'est pas le bon texte, je vois, on a dû se tromper dans le texte, bon, ce n'est pas très grave. En fait, Emmaüs propose donc à des personnes qui sont en recherche d'emploi et généralement en situation précaire, de mettre à disposition des moyens de locomotion. Alors, tout le monde n'a pas forcément le permis de conduire, et elle met à disposition des vélos, et particulièrement des vélos reconditionnés, pour que ces personnes puissent se rendre à des entretiens d'embauche sur leur lieu de travail. Autre exemple avec une collectivité, donc là c'est la mairie de Ban-de-Labeline, qui est une petite commune rurale qui a acheté des vélos pour que ses employés municipaux puissent se déplacer plus facilement sur le territoire. Et le dernier exemple, celui-là, il est sur l'Eurométropole de Strasbourg, où on a fait des tests de reconditionnement sur des vélos à assistance électrique qui sont logés en plus, puisqu'en l'occurrence, des vélos moustaches. Voilà, donc brièvement, on a essayé d'être assez bref sur la présentation de la solution de reconditionnement de vélo assistance électrique. Peut-être un mot également sur la maintenance, parce que là, on n'a pas donné d'exemple, parce qu'on n'en a pas sur le Grand Est, mais notre implantation locale également permet peut-être aussi rapidement de pouvoir s'adresser à des collectivités qui ont des flottes de vélos et proposer des prestations de maintenance. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Pierret, pour la présentation de l'activité de Recycle Projet. Donc, vos coordonnées ne sont pas affichées, mais il ne faut pas hésiter à contacter l'équipe Grand Testeur. On pourra faire les mises en relation, notamment entre les entreprises qui ont présenté leur activité aujourd'hui et puis les collectivités qui seraient intéressées de pouvoir échanger plus en détail avec ces solutions innovantes. On peut peut-être maintenant passer au temps de questions-réponses. Donc, je vois qu'on en a déjà eu quelques-unes qui ont été adressées directement dans le module questions-réponses. Est-ce qu'on en a encore? Alors, nos intervenants ont été très prolifiques, ils ont déjà répondu en parallèle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions de façon écrite si vous en avez, mais peut-être ce que je vais faire pour mettre en visibilité les réponses apportées, je vais me permettre de reposer les questions qui ont été adressées, justement pour que les autres participants puissent entendre les réponses qui ont été données. Alors peut-être, je reprends des questions qui ont été adressées à Green Phoenix, si William, tu es toujours là pour y répondre. Deux questions. Une question, on pressent un potentiel de sensibilisation et éducation de cette boucle auprès des plus jeunes écoles. Est-ce prévu? Et une deuxième question, vers quel méthaniseur amenez-vous vos collectes? Je te laisse peut-être apporter la réponse de manière orale pour tous les participants. Oui, très bien. Alors pour la première partie, donc la partie sensibilisation, c'est vrai que c'est une partie de nos activités chez Green Phoenix. Donc, on a déjà fait plusieurs sensibilisations, que ce soit auprès d'associations, d'écoles, que ce soit dans le supérieur ou d'écoles maternelles même, dans des lycées, dans des entreprises aussi. Lorsque l'on installe nos solutions, on vient aussi sensibiliser le personnel. Voilà. Après, ça peut se faire aussi ces sensibilisations sans avoir spécifiquement besoin de nos solutions. Ça peut être sur des moments ponctuels, lors d'événements. On a aussi participé à la semaine européenne de la réduction des déchets où on peut aussi partager ces consignes, on va dire, de tri, on va dire, sachant que, et ça je l'avais pas précisé, mais la loi AGEC impose le tri des biodéchets pour tout producteur à partir de 1 kg à partir du 1er janvier 2024. Donc voilà, il faut d'ores et déjà s'y préparer, sensibiliser tout le monde, et donc on s'adresse autant aux professionnels qu'aux collectivités pour ces solutions. Et après, donc pour parler de la valorisation, donc sur Strasbourg, on travaille avec notre partenaire Lingeneld Environnement qui valorise par méthanisation à Oberscheffolsheim. Et donc l'objectif pour nous de Green Phoenix, c'est de valoriser au plus proche, au plus local. Ça permet aussi d'aller dans cet élan de décarboner nos services. Donc nous, on fait déjà tout avec le cargo, mais le but, c'est de diminuer ensuite le kilométrage qui est effectué. Merci William. Et donc, je vois également qu'il y a des questions qui ont été remontées à destination de la société Replace pour Marie-Laure Ruppel. Alors, il me semble que j'identifie deux questions. D'une part, est-ce qu'il vous arrive d'innover à la demande de nouveaux produits? Et donc, je pense notamment pour les marchés publics aux achats dits marchés innovants. Et également une autre question qui a été posée, êtes-vous à la recherche de matières pour votre production? Les déchetteries de collectivités sont pleines de déchets plastiques. Vous voulez peut-être y répondre de vive voix. Oui. Alors, pour la première question, j'aurais besoin de mieux comprendre ce que la personne veut dire par innovation produit. Ce qu'on fabrique actuellement, c'est profilé de différentes tailles et différents calibres. Ce sont les produits de base qu'ensuite des partenaires qui sont experts dans la fabrication du mobilier urbain vont transformer dans leurs ateliers. Nous, on fabrique la matière première, on va dire, et ce sont des personnes qui déjà sont fabricants de mobilier urbain qui vont ensuite utiliser nos produits. On n'a pas vocation, pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans les projets à l'heure actuelle, de fabriquer nous-mêmes. Donc, on a besoin de partenaires qui, eux, à l'instar du marché de la vigne, on avait ce partenaire commercial qui avait déjà son réseau, l'expérience, l'expertise et qui connaissait son marché. Pour qu'on puisse aller sur ce terrain-là. C'est pareil pour le mobilier urbain finalement. Et pour la deuxième question, pour la matière, alors oui, bien sûr,
plus on avance, plus on voit qu'il y en a partout. Et c'est vrai que dans les déchetteries, il y a beaucoup de plastique que l'on pourrait sauver de l'incinération. Après, ce qui n'est encore pas très clair pour nous, c'est la loi sur... il y a des questions de, une fois que c'est dans la benne, est-ce qu'on peut le sortir, etc. Enfin, tout ça, c'est juridiquement un peu complexe. Et s'il y a des acteurs qui sont en mesure de nous accompagner là-dessus, mais bien sûr, on est prêt à étudier ça avec eux. Mais oui, effectivement, les déchetteries peuvent être des partenaires très intéressants pour des matières qui actuellement finissent incinérées ou en décharge, bien sûr. Okay. Merci beaucoup pour la réponse, Marie-Laure. Et je veux également qu'il y ait une question pour Arkeal, pour Clément Carato, sur combien de mètres carrés sont nécessaires pour l'installation du micro-méthaniseur. Oui, donc il faut compter 50 mètres carrés pour son implantation. Voilà. Très bien. Et puis, je prends peut-être une dernière question qui était plutôt arrivée en début de session, mais qui s'adresse à Richard Hubin, qui pourra peut-être nous éclairer justement sur certains aspects de l'économie circulaire. Il y a une question sur la prévention inclut-elle le travail sur le rallongement de la durée de vie? C'est une très bonne question. Hein. Effectivement, c'est, comment dire, ce sont ces différentes boucles qu'on doit rendre de plus en plus courtes possible. Donc, l'enfouissement, ce n'est même pas une boucle, c'est terminé, c'est sous terre. La valorisation énergétique, c'est une sorte de boucle. Le recyclage matière, c'est une boucle un peu moins longue. C'est vraiment retransformer le produit dans la matière première. C'est un peu ce que fait Replace. Hein, voilà, on part de la matière première et on en fait totalement un autre produit. La question portait sur la boucle qui vient juste au-dessus, qui est en fait le réemploi, réutilisation. Alors, ce n'est pas ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on entend lorsqu'on parle de prévention. Réparation, réutilisation, réemploi, c'est ce que vous avez dans les recycleries, ressourceries, par exemple. Hein. Je prends un vieux frigo, je le répare, je le remets sur le marché. Il y a une petite variante qui s'appelle le remanufacturing, c'est je prends un meuble, je ne peux pas en faire à nouveau un meuble, mais je prends les grandes planches et j'en fais autre chose. La prévention, c'est ce qu'il y a de plus en amont possible. C'est ce qui s'est passé, j'ai cité l'exemple avec les bouteilles plastiques, c'est le fait d'avoir la même bouteille, mais qui est en fait dans la paroi et plus fine. Hein. Donc, on utilise moins de plastique. C'est ce que vous avez eu il y a quelques années, c'est un exemple que je maîtrise un peu mieux, avec les bouteilles de champagne, où le poids de la bouteille de champagne a été allégé. Par conséquent, vous avez le même produit, le même usage, il faut consommer moins de matière. C'est ça la prévention. Voilà, pour répondre un petit peu techniquement à la question qui a été posée, qui est une très bonne question, je le répète. Merci beaucoup, Richard. Écoutez, je crois qu'on a pris la totalité des questions où elles avaient été répondues par ailleurs, voilà, sur des sujets peut-être plus spécifiques, donc je n'ai pas forcément les rementionner à l'oral. J'invite peut-être tous les intervenants à rallumer leur caméra voilà, pour le mot de la fin. Je vous précise également qu'en termes de contact, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez contacter l'équipe Grand Testeur aux coordonnées que vous voyez affichées à gauche. Donc, le programme Grand Testeur, c'est un programme qui est dédié voilà, aux collectivités territoriales et acteurs publics pour leurs projets d'expérimentation et aussi aux entreprises qui développent des solutions innovantes à destination des territoires. Donc là, vous pouvez soit me contacter, soit contacter Julien Grosse, qui est notamment en charge de la relation entreprise au sein du programme et qui a aidé à co-construire ce webinaire. Donc, je le remercie. Et pour la partie SO-Réseau, donc plutôt qui est destinée aux offres de solutions à destination des entreprises industries, c'est plutôt Yasmine Kartzinger et Aurore Chabert qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Voilà, donc vous avez leurs coordonnées. Et donc, je remercie tous les intervenants de ce jour. Donc, je vois encore quelques timides avec les caméras éteintes. Mais je pense qu'on a fait un très beau webinaire. Il y aura un replay qui sera disponible. Et si jamais vous n'avez pas réussi à prendre les coordonnées des intervenants au fur et à mesure des slides, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera des mises en relation qualifiées sans aucun problème. Voilà. Merci encore à tous. Je ne sais pas si les intervenants veulent aussi saluer les participants. Mais à bientôt.